Pour Morningstar, ici Christian Charret. Pour les investisseurs qui veulent construire des portefeuilles à l'aide de FNB, une approche communément utilisée est d'envisager les fonds individuels comme des composantes mutuellement complémentaires, comme par exemple jumeler des fonds qui visent différentes régions ou secteurs spécifiques dans les proportions qui conviennent. Et puisque la plupart des FNB visent en effet des régions ou secteurs, c'est une approche qui est assez facile à appliquer. Mais il existe une autre sorte de FNB qui gagne en popularité, les fonds thématiques, qui sont un peu plus difficiles à intégrer dans un portefeuille. Pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui M. Alain Desbiens, directeur auprès de FNB BMO. Alain, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Christian. Donc pour commencer, peux-tu nous donner quelques exemples de ce qu'on entend par fonds thématiques, y compris un fonds qui a été récemment lancé par BMO? Oui, le BMO Fonds Leadership féminin, le WOMN. Tu sais, Christian, quand les gens regardent l'industrie des fonds négociés en bourse thématiques ou sectoriels, c'est quand même deux choses, puis j'en parlerai un petit peu. Il y a un petit peu un mélange. Si tu me permets, je vais peut-être expliquer les différences entre les deux. C'est quand même un secteur assez important, ce qui est sectoriel au Canada. Au Canada, il y a 26 fonds négociés en bourse sectoriels du côté du secteur canadien. Du côté américain, il y a 17 fonds négociés en bourse sectoriels et du côté global, 24. Au premier trimestre, évidemment, de 2018 au Canada, il y avait 22 fonds négociés en bourse thématiques. Premièrement, certains de ces fonds sectoriels ou de ces fonds thématiques répliquent des indices. D'autres utilisent des stratégies de bêta judicieux. Je vous donne un exemple, l'équipondération. Et d'autres ont carrément un élément de gestion active. Fait que même du côté du sectoriel ou du thématique, il y a un mélange des trois. Quand je regarde ce que BMO, évidemment, a lancé du côté de notre fonds négocié en bourse, WOMN, c'est une réplique d'indice, c'est l'indice Barclays, évidemment, que du côté leadership féminin que l'on réplique. Ça, c'est quand même important. Du côté thématique, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même certains secteurs qui émergent. La moitié des actifs, 1,3 milliard, sont détenus dans les 5 fonds négociés en bourse, évidemment, qui couvrent le secteur de la marijuana. C'est un secteur, c'est unique au monde. Hein? J'écoutais Deborah Fuhr de ATFG qui parlait évidemment des fonds négociés en bourse au Canada. Ça n'existe pas nulle part au monde. Une aussi grosse pondération, disons, versus ce secteur-là. Ce qui est intéressant dans le thématique aussi, c'est qu'il y a un peu de l'alternatif. Je pense à CAO, du côté de l'agriculture, évidemment, qui est un fonds de Claymore qui avait été amalgamé par iShares, qui existe depuis longtemps. Les deux autres thématiques, à part la marijuana, évidemment, là, il y a un petit peu d'alternatif. Le ESG. Woman, évidemment, sort du côté, évidemment, de ce type de catégorisation-là. Et l'autre élément qui semble sortir, c'est tout ce qui est technologie, intelligence artificielle, blockchain, où il y a 7 fonds négociés en bourse, évidemment, qui couvrent cette partie-là thématique. Du côté sectoriel, la différence, je dirais, par rapport aux thématiques, c'est que ce sont des sous-secteurs des indices que les gens, évidemment, reprennent, encore une fois, sur une base indicielle, de bêta judicieux ou de gestion active. Au Canada, ce qui est le plus populaire, puis ça fait sourire beaucoup les gens, c'est le secteur financier. Le plus gros FNB sectoriel au Canada, c'est notre Z2B, qui est une approche indicielle, mais d'équipondération. Aux États-Unis, c'est deux de nos FNB, les banques américaines et le secteur de la santé. Le secteur de la santé très peu présent au Canada. Puis du côté mondial, global, c'est notre FNB d'infrastructure ZGI. Mais du côté thématique, c'est totalement différent. La moitié, évidemment, on le voit, est du côté de la marijuana. Et les thèmes au Canada sont vraiment différents des thèmes, exemple, qu'il y a du côté des États-Unis, où c'est un segment aussi qui est en forte croissance. Du point de vue de l'investisseur, les raisons qui les poussent à investir dans ces fonds-là, pour ce qui est des fonds de marijuana, la raison est assez évidente. C'est un tout nouveau secteur qui est en pleine croissance. Mais pour les autres thèmes, quelles sont les raisons qui poussent les investisseurs à investir dans des fonds thématiques? Je ne sais pas s'il y a tant d'investissements que ça d'ailleurs. Il y a beaucoup d'FNB, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'actifs? Pas vraiment. Quand je regarde le 1,3 milliard, il y a 700 millions dans le HMMJ, il y a 262 millions dans le CAO et il y a 131 millions dans le 7WV qui est du côté de l'eau. Donc, on le voit, la grosse partie des actifs est contrôlée surtout dans 3 FNB. Ce que l'on voit cependant, c'est plusieurs nouveaux fournisseurs sortir évidemment des FNB thématiques, je dirais, pour se différencier dans le marché canadien. C'est pas évident, hein. Évidemment, il y a 30 fournisseurs, il y en a d'autres qui s'en viennent. Pour un investment boutique qui sort des fonds négociés en bourse, notamment dans le marché canadien, bien, ils ne lanceront pas un core canadien, ils ne lanceront pas nécessairement un fonds géré activement de revenus fixes. Souvent, ils vont y aller avec des fonds thématiques très précis. Et c'est pour ça, évidemment, qu'il y a plusieurs FNB, mais peut-être avec pas beaucoup d'actifs sous gestion.
Un des défis pour les investisseurs est que les fonds thématiques, souvent, ils contiennent des actions de très grandes compagnies, de multinationales, qui ont des bonnes chances d'être déjà détenues dans des grands indices, comme par exemple le S&P TSX ou le S&P 500, que bien des investisseurs détiennent probablement déjà. Donc, comment est-ce qu'un investisseur qui a déjà un portefeuille diversifié peut intégrer un fonds thématique dans ce portefeuille-là? Je trouve que c'est la question. Que ce soit un investisseur professionnel, que ce soit un gestionnaire de portefeuille ou du côté institutionnel, je pense qu'à chaque fois que les gens bâtissent leur portefeuille, il faut se demander, bien évidemment, pourquoi ils achètent certains fonds, comprendre aussi ce qu'ils achètent, puis comprendre lorsqu'on ajoute ou qu'on enlève un élément dans notre construction de portefeuille, est-ce qu'on vient surpondérer une région, un secteur? Je pense que notamment Morningstar donne ce qu'on appelle un X-ray sur le portefeuille qui nous permet d'analyser comment on est diversifié sur une base géographique, sur une base sectorielle, et lorsqu'on ajoute ou on enlève évidemment un élément, ce que l'on vient rajouter dans le thème sectoriel global ou en termes de capitalisation boursière. Ce qui est drôle du côté thématique, c'est que certains FNB, la moitié, le HMMJ, évidemment, la capitalisation boursière, c'est surtout du micro et du small cap. Dans des titres notamment comme du côté techno ou l'intelligence artificielle ou le blockchain, on parle de FNB qui n'ont pas beaucoup d'actifs, mais où la capitalisation boursière moyenne des actions détenues, elle est très, très grande. Donc, comme dans n'importe quel fonds négocié en bourse, Christian, ou dans n'importe quel fonds commun, que ce soit du côté indiciel, que ce soit du côté du bêta judiciaire ou de la gestion active, qu'est-ce que j'achète, pourquoi je l'achète, et par rapport à mon portefeuille actuel, qu'est-ce que ça vient rajouter, qu'est-ce que ça vient sur- ou sous-pondérer, puis évidemment, à quel frais est-ce que j'achète cette solution-là. Parce qu'évidemment, si on peut acheter une solution de base indicielle ou du côté canadien à 5 points de base, ZCN ou XIU à 15 points de base, du côté américain ZSP à 8, si tu achètes une solution canadienne qui coûte 90 points de base ou 75 points de base, ou du côté américain, 80-90 points de base pour un thème, bien évidemment, il faut que ce thème-là te donne une surperformance par rapport aux frais de gestion que tu achètes. Donc, évidemment, ce sont d'autres considérations, en plus, évidemment, de comprendre si je sous-pondère, surpondère une région, des devises ou un secteur. Regardez, évidemment, le frais de la solution que je rachète par rapport aux frais de ma solution de portefeuille au total. Et parlant justement de la viabilité des différents thèmes, je sais que tu n'aimes pas dire du mal de tes concurrents, mais quand on regarde certains des fonds thématiques qui sont offerts, est-ce que ça te semble pas un peu que ces fonds-là sont dictés plus par le marketing ou par la mode du jour plutôt que par une bonne thèse de placement? Je dirais que c'est pas simplement du côté thématique. Évidemment, il y a 30 fournisseurs maintenant au Canada, Christian. C'était beaucoup plus facile quand le BMO est entré dans le marché et qu'on était le 4e joueur d'être différent. Autant du côté de l'indiciel, du bêta judiciaire ou de la gestion active, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, pour les nouveaux joueurs qui sont entrants dans le marché. Donc, certains d'entre eux se font des niches qui existaient déjà du côté des fonds communs, mais on le voit aussi du côté des FNB. Donc, évidemment, pour l'investisseur, il y a quand même beaucoup d'FNB zombie au Canada qui ont très peu d'actifs. Je dirais que le principal risque, c'est d'acheter un FNB où il y a peu d'actifs et que la firme d'FNB décide à un moment donné d'amalgamer le fonds à une autre stratégie ou simplement de l'éliminer. Alors, une date X, les investisseurs recevraient évidemment les actifs, mais pas la date nécessairement avec laquelle ils auraient voulu avoir la valeur de ces actifs-là. Donc, je dirais que c'est le principal risque comme tel, mais encore une fois, regardons la solution. Certaines solutions thématiques sont super intéressantes, notamment du côté de l'alternative, du côté de l'ESG. Certaines personnes trouvent qu'il y a trop d'FNB de marijuana au Canada, mais c'est sans doute mieux que d'acheter un titre individuel. Au moins, tu as une diversification de portefeuille. Mais quel pourcentage de notre portefeuille ça devrait représenter? Basé sur la capitalisation boursière, peut-être 1 ou 2 %. Donc, ce sont vraiment... Comprenons ce que l'on achète, comprenons ce qu'il y a sous le capot, comprenons ce qu'on a déjà dans notre portefeuille, puis comprenons ce que l'ajout ou l'addition d'éléments dans notre portefeuille va faire en termes de notre allocation. Excellent conseil. Alain, merci d'avoir partagé tes perspectives avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian. Pour Morningstar, c'est Christian Charret. Merci de nous avoir écoutés.